Midi au Caire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La dernière ou l'avant-dernière édition de Midi au Caire pour l'année 2020. Joyeuse fête. Bonne année à toutes et à tous 2021. On commence par l'activité présidentielle. Le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, a examiné les activités productives les plus importantes de la zone économique du canal de Suez au cours d'une réunion avec le Premier ministre ou le groupe ministériel économique en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et également était présent le gouverneur de la Banque centrale et d'autres personnes imminentes. À cet égard, le chef de l'État a donné ses directives afin d'intégrer les projets des zones industrielles à la zone économique du canal de Suez avec la stratégie de l'État visant à localiser l'industrie. Plus d'informations sur cette étape importante dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'intégrer les projets des zones industrielles à la zone économique du canal de Suez avec la stratégie de l'État visant à localiser l'industrie. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président avec le groupe ministériel économique en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale M. Tariq Amer, la ministre de la Planification et du Développement économique Dr Hala Saïd, la ministre de la Coopération internationale Mme Rania Al-Machot, le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, ainsi que d'autres ministres. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les activités productives les plus importantes de la zone économique du canal de Suez, ainsi que l'évolution de la numérisation du système bancaire en Égypte. La réunion a porté aussi sur les nouveautés du système de recouvrement électronique au niveau de la République dans le cadre de la stratégie de la transformation numérique. À la lumière des répercussions du Covid-19, cette stratégie deviendra de plus en plus importante d'après la sécurité de l'accomplissement des opérations et de l'échange des données qu'elle fournit selon des normes mondiales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également tenu une réunion importante sur les efforts de l'État pour soutenir les activités des moyennes, petites et micro-industries ou entreprises dans le cadre de la nouvelle loi et le règlement d'exécution de ces projets. Salah Al-Maghrabi nous a préparé ce commentaire. Le ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Dr Mohamed Maït et le vice-ministre des Finances pour les politiques financières M. Ahmed Kojak. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les efforts de l'État pour soutenir les activités des moyennes, petites et micro-entreprises dans le cadre de la nouvelle loi et de son règlement d'exécution pour ces projets, ainsi que sur l'évolution des indicateurs financiers et économiques de l'État et de la stratégie de développement des ressources. Dans ce contexte, le président a dirigé que le règlement d'exécution de la nouvelle loi pour les moyennes, petites et micro-entreprises doit refléter sur les diverses incitations et les caractéristiques prévues par la loi pour soutenir les activités des entreprises opérant dans ces projets en leur accordant un financement facile d'après le plan annuel de l'État, en plus de simplifier les procédures d'enregistrement et de paiement des impôts. À cet égard, le ministre des Finances a présenté les aspects de la nouvelle loi en cours pour finaliser la publication de son règlement d'exécution, comprenant toutes les affaires réglementaires, afin de faciliter l'application, soulignant que la nouvelle loi approuvera les taux de taxes selon le volume d'activité annuel. Et on passe pour retrouver donc le bilan de la Covid-19 tel qu'a été enregistré par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a annoncé donc 1333 nouveaux cas qui ont été testés positifs à la Covid-19 et ont enregistré 54 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 604 personnes sont rétablies du coronavirus et avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la Covid-19 à 11 040 cas. Toujours dans le même contexte et selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention qui sont nécessaires pour enrayer la propagation
du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Et on passe à cet atelier qui a été organisé aujourd'hui, qui se poursuit. Il s'agit de l'Organisation internationale pour les diplômés de l'Azhar qui vient d'organiser donc un atelier sous le slogan « Les médias dans leur lutte contre la propagation des organisations terroristes » en présence d'un certain nombre d'étudiants de 10 pays du monde entier. Des nationalités en particulier d'Afrique et d'Asie. Je rappelle que l'atelier tourne autour de l'utilisation des réseaux sociaux par les organisations terroristes pour attirer les jeunes. Donc, comment réfuter les concepts et les mécanismes pour contrer la propagande de ces organisations terroristes dans les médias est à l'ordre du jour. Pour discuter justement de cette activité importante, de cette lutte sans merci contre l'esprit extrémiste et intégriste qui sévit sur tous les réseaux sociaux et en particulier qui doit être combattu par les médias égyptiens. On a le plaisir, pour faire le point sur cette situation, de retrouver notre hôte. Je vous salue, Dr Sami Mandour, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Bonne fête, joyeuse année 2021. Dr Sami Mandour. Oui. Joyeuse fête. Bonne année à vous. Oui, oui, je vous écoute maintenant. Oui. OK. Alors, il s'agit d'un atelier qui est toujours qui se place dans notre lutte contre l'esprit extrémiste, terroriste, intégriste que l'État, donc dans lequel l'État égyptien et le monde musulman en général ont adopté pour lutter contre cet esprit, ces préceptes erronés. Dans quel cadre s'inscrit cet atelier aujourd'hui et est-ce qu'il concerne les médias en particulier? Est-ce que vous trouvez que les médias ont pu un petit peu contrecarrer ces dangers? Oui, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En effet, on aborde un sujet très important puisque d'une part, l'organisation qui prend en charge ce travail, c'est l'organisation des diplômés d'Al-Azhar. C'est une organisation internationale qui s'intéresse plutôt à former des imams. Former des imams non égyptiens, mais aussi du monde. Puisque vous savez bien, l'organisation diplômée de l'Azhar a déjà des piliers de partout dans le monde, et surtout soit dans les pays musulmans, soit dans les pays non musulmans. Donc vous allez trouver des filières de cette organisation dans tous les pays du monde, dans la plupart des pays du monde. Donc là, les filières agissent de la même manière, c'est-à-dire peuvent aussi à leur tour organiser des stages de formation pour les imams pour préparer ces imams à lutter contre l'extrémisme, lutter contre la radicalisation en général. Donc l'atelier organisé par l'organisation vient dans ce cadre, dans le cadre des activités de l'organisation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Donc là, c'est une visite à l'organisation. Vous allez trouver qu'il y avait tous les jours, il y avait des activités, il y avait des formations, il y avait des stages de formation, et il y avait des ateliers qui s'intéressent en particulier à cette activité. Oui, donc oui. Là, oui. Oui, alors on va rentrer dans le vif du sujet car il s'agit d'une stratégie qui est adoptée par Al-Azhar sur le plan planétaire, comme vous venez de le signaler, et aussi des réseaux sociaux qui sont infectés par des groupes terroristes depuis, je vous cite,
depuis qu'on a tué par exemple James Foley sous les yeux des caméras, ces organisations terroristes n'ont cessé de proliférer sur le plan des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a pu un petit peu essayer de sauvegarder l'esprit de la jeunesse? Est-ce qu'on peut parler de réalisation en cette matière sur est-ce qu'on a contenu le danger de ces organisations terroristes sur le plan des réseaux sociaux, par exemple? Oui, vu le danger de ces organisations terroristes et intégristes et extrémistes, donc l'Azhar, et en particulier quand même aussi, puisque l'organisation fait partie aussi des institutions dépendantes de l'Azhar, puisque c'est le grand imam qui est le chef de cette organisation, donc pour protéger notre jeune contre le recrutement des groupes terroristes, d'être recrutés et d'être manipulés par les groupes terroristes. Donc là, on a déjà établi une stratégie dans le cadre de la correction et la ratification et la réfutation des notions erronées déjà propagées par les groupes terroristes en ce qui concerne les notions de khilafat, califat, la notion de... Toujours sur les réseaux sociaux, docteur Mandour. Toujours sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Donc c'est un langage parallèle, dans un sens. Un langage parallèle. Oui, en parallèle, vous avez même l'organisation a déjà créé une page Facebook en français, par exemple. Donc on a commencé à publier sur cette page Facebook des réputations, des conceptions erronées déjà propagées par les groupes terroristes. Donc vous avez déjà un travail à faire à l'Azhar et à l'organisation en ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous avez quand même l'observatoire d'Al-Azhar, vous avez l'unité du français, l'unité française au sein de l'observatoire qui joue aussi sur le même rôle. Vous avez aussi l'observatoire des fatwas Al-Azhar aussi, centre des fatwas, qui travaille aussi qui travaille aussi la même chose. Donc vous avez donc tout un travail à faire sur les médias et surtout sur les réseaux sociaux pour lutter contre les idées, les notions extrémistes, terroristes. Donc là, vous avez donc des activités le jour au jour, comme je le dis. Oui, en tous les cas, sur le plan de la propagation de l'esprit extrémiste, beaucoup d'efforts ont été déployés, docteur Sami Mandour, et je pense que c'est ce qui explique que Daesh avec la panel, que ce soit la confrérie terroriste et autres, ont commencé à moins atteindre notre jeunesse et les efforts des médias également. Merci à vous, docteur Sami Mandour, que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar, d'avoir illuminé ce plateau encore une fois. Joyeuses années 2021. Alors, mesdames et messieurs, on continue cette nouvelle édition de Midi au Caire avec l'organisme général de l'information qui a publié aujourd'hui un livre de poche sur l'Égypte d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une approche donc culturelle importante. Ce livre est disponible sur le site web de l'organisme et a été imprimé en 13 langues. Tout de suite, on va connaître les détails de ce livre et son importance à travers Salah Maghrabi. L'Organisme général de l'information OGI a publié un livre de poche intitulé L'Égypte, qui constitue une base de données concise et minutieuse sur l'Égypte d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le livre L'Égypte est disponible sur le site web de l'organisme et a été imprimé en 13 langues, dont l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le russe, le chinois, le japonais, le turc, ainsi que d'autres langues africaines. Ce livre, en format suffisamment petit pour tenir dans une poche, offre des connaissances aux spécialistes, aux chercheurs, aux professionnels de médias, aux écoliers et aux étudiants universitaires. Des versions en plusieurs langues seront distribuées aux invités attendus en Égypte le mois prochain, qui doivent participer à la Coupe du monde de handball. Cette œuvre qui comprend plus de 180 photos illustrant, en bref,
tous les aspects de la vie, la culture, les grandes figures et les villes d'Égypte, trace une image complète du passé, du présent et de l'avenir du pays, outre toutes les phases de son histoire humaine et les grands traits des époques pharaoniques, roumaines, grecques, coptes et islamiques et contemporaines, allant du nord à Alexandrie jusqu'au sud, à Luxor et à Assouan. L'ouvrage fournit au lecteur les principales informations sur le climat, la position géographique, la population, les villes et les nouvelles cités du pays, son régime politique, sa politique étrangère, son économie, les investissements, l'enseignement, ses institutions religieuses, Al-Azhar et l'Église orthodoxe, ses sites touristiques et archéologiques, et enfin les aspects sociaux, sportifs, médiatiques et artistiques. Très belle initiative donc d'avoir un guide, un livre de poche en 13 langues. Merci à Shahinaz Ismail qui nous a préparé ce rapport. Alors on va tout de suite rester dans cet esprit touristique dans lequel l'Égypte a déployé énormément d'efforts. Je vous rappelle que cette fois-ci, on va passer à Al-Qanat al-Khayriyya, qui est une région quand même importante par ses vues et son espace vert, qui est un joyau artistique et même un joyau touristique, et compte parmi les merveilleuses antiquités égyptiennes modernes en matière de génie d'irrigation. Tout de suite, on va retrouver plus d'informations sur ce site qu'on a connu sous les espaces verts, mais qui a une valeur antique très très importante. La ville d'Al-Qanatir el-Khayriyya, barrage de bienfaisance, située dans le gouvernorat de Qalyoubeya dans le delta du Nil, fut construite par Mohammed Ali Pacha. La ville est un joyau artistique et touristique et compte parmi les merveilleuses antiquités égyptiennes modernes en matière de génie d'irrigation. À la date de sa création, Al-Qanatir el-Khayriyya était le premier du genre au monde. C'était Mohammed Ali qui posa la première pierre de la ville, le 9 avril 1847, soit 43 ans après son investiture. Mais le projet fut suspendu après son décès et c'est le Khedive Abbas qui a repris les travaux de construction de la ville, dont le coût s'élevait à l'époque à 1 million de livres égyptiennes. Mohammed Ali consacra des milliers de fédons autour d'Al-Qanatir pour les futures expansions et affecta en outre 500 fédons qui donnent directement sur le Nil pour y construire des parcs et jardins conçus selon le style européen, où il fit planter des arbres rares importés de différents pays du monde. Al-Qanatir el-Khayriyya est une merveilleuse ville qui se caractérise par ses espaces verts que les jeunes parmi les élèves et étudiants en particulier, ainsi que les Égyptiens, toutes catégories confondues en général, préféraient visiter pour y s'y divertir. La ville d'Al-Qanatir fut un endroit de repos et de récréation pour le roi Farouk et par la suite pour le président Anwar Sadat qui s'y séjourna quasi en permanence. À l'ère du Khedive Ismail en 1876, le dysfonctionnement de certaines ouvertures des barrages avait été réglé par un ingénieur français que le gouvernement désigna par la suite comme conseiller pour s'occuper des barrages, bien qu'il ait eu alors 75 ans. Voilà, donc c'était le Qanatir al-Khayriyya avec ce guide, pas un livre de poche, mais il s'agit d'un guide historique qui existe en pleine nature. C'est le Qanatir al-Khayriyya avec un historique qui a commencé, comme m'a dit Shahinaz, depuis 1847 avec Mohammed Ali. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Midi au Caire. Dans quelques instants, Hani Farag, mon collègue, va vous retrouver tout de suite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente, joyeuse année 2021 à vous tous et à la prochaine. L'information continue sur Nile TV International.